Meka n'eut pas le temps de se réveiller lentement. Progressivement, comme cela lui arrivait quelques rares fois dans sa case. Il s'était trouvé subitement rejeté sur le banc. Le foyer africain, plongé dans l'obscurité, subissait les assauts de la première tornade de fin des saisons sèches. Tout craquait et geignait sous les rafales et le tonnerre. On eût dit que des myriades de seaux d'eau se déversaient sur le toit de la vieille tôle qui s'aplatissait sous le choc. Lattes, solives, chevrons, tout lâché au-dessus de la tête de Meka qui se demandait si ce n'était pas la fin du monde. Un éclair déchira les ténèbres et le roulement du tonnerre qui le suivit fit trembler la terre sous les fesses de Meka. Il sentit tout bondir dans son ventre et ne sut comment il se retrouva couché sur le dos, dans un espace où ses bras battirent vainement dans l'obscurité pour s'agripper à quelque chose. Il voulut se lever, mais un autre coup de tonnerre l'écrasa contre terre. Il roula comme un lapin et se retrouva à nouveau sur le banc. Comme un feu bien nourri, éclairs et coups de tonnerre se succédaient, s'interféraient avec une rapidité déconcertante. Meka fit le signe de croix puis, ses mains soulevèrent machinalement le banc au-dessus de sa tête. Il le bascula devant lui. Un bruit de ferraille et de bouteilles cassées lui répondit et fut aussitôt absorbé par un autre coup de tonnerre plus percutant encore que le premier. Meka fit encore un signe de croix. Il se leva comme un fou et avança devant lui. Un éclair lui dévoila l'immense drapeau tricolore qui flottait au-dessus de l'estrade. L'eau s'engouffrait partout. Meka la sentait à ses chevilles. Il voulut retrousser son pantalon, mais, en se tenant sur le pied droit, il perdit l'équilibre et s'abattit comme un pavé dans la mare qui avait jailli à ses pieds. Quand il se releva, il s'aperçut que le toit de la tôle touchait presque sa tête. Il poussa un cri terrible et fonça dans l'obscurité devant lui. Allait-il mourir comme un porc-épic, seul dans ce grand piège où il n'y avait pas d'issue? Ses mains se mirent à explorer chaque ondulation de la tôle. Enfin, ses doigts rencontrèrent les charnières de la porte. Il en délimita le bâton en tâtonnant, puis le tira. Toute la baraque s'ébranla. Meka allongea la main au-dessus de sa tête. Il trembla en sentant le toit sur ses doigts. Tout son sang s'en alla. Il explora son cou pour voir s'il portait encore sa médaille Saint-Christophe. Il se rassura. Elle était bien à sa place, suspendue à une ficelle de sac Stockfish. En une seconde, Meka réalisa enfin qu'il était enfermé au foyer africain sous la tornade que la baraque allait s'écrouler sur lui. Mais il ne s'affola plus. Ce bon Saint-Christophe était avec lui, Meka tirant encore le bâton de toutes ses forces. Il entendit l'eau stagnant sur le toit, aplatie tomber en nappe sur la cour tandis que le mur contre lequel il était appuyé s'inclinait dangereusement. Meka courut vers l'estrade. Le pan de mur contre lequel il était appuyé s'effondra, livrant passage à une bouillante trempe d'eau. La toiture tenait par un miracle. Les eaux sapaient le mur du fond qui commença, lui aussi, à s'incliner. Meka se mit à crier. Il vociférait comme un forcené au milieu de la tourmente. Il ne sut comment il se retrouva dans une rigole qui reconnut au plan de la citronnelle à demi submergée. La visibilité était nulle dans la cour. Meka se leva. L'eau emplissant son pantalon suintait sur ses jambes. Il fut heureux de constater qu'il était pieds nus. Les roulements de tonnerre s'assourdissaient et les éclairs devenaient de plus en plus falots. Meka avançait avec circonspection. Son pied sondait la profondeur de l'endroit où il allait se poser avant de s'y poser tout à fait. Meka ramenait ensuite le pied resté en arrière. Parfois,
il allait carrément à quatre pattes pour être plus sûr de ne pas tomber. Quand il sentit de gros cailloux sous ses mains, il poussa un soupir et se redressa. Il était sur la route. La tornade s'était abattue à Dôme avec une violence inouïe. La nature, longtemps sévrée de pluie, en était pétrie, sapée, gorgée, noyée. Des arbres frappés par la foudre brûlaient çà et là comme des torches monumentales dans la nuit. La nappe d'eau qui reflétait les éclairs s'étendait à l'infini. Mecca était seul sur cette mer immense, sans boussole ni lanterne. Il pleuvait toujours. Mecca, qui n'avait plus de sourcils, recevait l'eau qui ruisselait sur son front, dans ses yeux. Il pressait ses paupières et soufflait l'eau qui pénétrait dans sa bouche, en allongeant les lèvres en cul de poule. Un tam-tam battait son crâne. Mecca se donnait de temps en temps un coup de poing dans la nuque pour calmer la douleur qu'il ressentait dans la tête. Il regarda du côté du foyer africain. Il aperçut un tas de tôle dans un éclair. Une terreur rétrospective lui donna mal au ventre. Vraiment, il avait frôlé l'éternité. Il fit un signe de croix, suça son pouce et remit la prière à plus tard. Il hocha la tête et se demanda comment il allait faire pour s'orienter dans ce désert d'eau où la route avait été submergée. Il pensa à Kelara, à Ngamba, à tous ceux qui l'attendaient pour manger le bouc. Sa case avait-elle tenu sous la bourrasque? Il résolut d'aller droit devant lui. Tout s'apaisait. Mais le ciel encore chargé de nuages restait menaçant. Mecca, qui avançait plus lentement qu'une tortue, redouta une seconde pluie. La tornade soufflait toujours en deux temps, à la fin de la saison sèche. À la première phase, chargée de pluie et d'éclairs, succédait une phase purement pluvieuse. Mecca accéléra le pas. Ses pieds à chaque plouf qu'il faisait, en sortant de l'eau et en y retombant, semblaient accablés d'un poids énorme. Mecca les levait aussi haut qu'il pouvait. Il s'aperçut qu'il se fatiguait plus qu'il n'avançait. « Si au moins je pouvais nager !» se dit-il. Mais l'eau ne lui arrivait qu'au mollet. Il se résigna à aller au pas de soldats allemands. « L'homme est un être solitaire !» pensa-t-il. Comment lui, qui faisait partie de l'une des familles les plus nombreuses d'eau, pouvait-il se retrouver tout seul dans ce cataclysme qui le dépassait? Il essaya de se remémorer les événements de la journée. Tout était nébuleux dans son esprit. Il porta machinalement la main à sa poitrine et s'arrêta, interdit. La médaille que lui avait donnée le chef des Blancs avait disparu. Il regarda l'eau qui coulait à ses pieds. Ses pensées s'en allèrent au foyer africain. Avait-il perdu sa médaille ou la lui avait envolée? Il souhaita que ce soit cette dernière hypothèse la vraie. On ne pouvait espérer retrouver quelque chose après cette tornade. Il fit encore un signe de croix, récita un pater et un ave, puis termina en suçant son pouce. Il pensa encore à sa médaille. Mais bon Dieu de bon Dieu, où pouvait-il bien l'avoir perdue? Il se révit dans la voiture du père Vandemeyer. Ce coquin-là, dit-il tout haut. Mon Dieu, pardonne-moi si je blasphème, implora-t-il intérieurement. Je ne sais plus où j'ai la tête. J'ai perdu ma médaille. J'ai tout perdu, tout. Je suis seul au monde. Il poursuivait sa marche solitaire dans la pluie. Il surgissait à la lumière des éclairs comme un cadavre miraculeusement ressuscité des eaux. C'était une apparition d'Apocalypse au milieu des éléments déchaînés. Enfin, Mecca aperçut les premières cases du quartier indigène. Les toits se profilaient noirs sous le pan de ciel orange d'où jaillissaient les éclairs par intermittence.
Meka sentit une bouffée de chaleur l'envahir. La danse de Saint-Guy, qui l'agitait des pieds à la tête, disparut. Il résolut d'aller faire sécher ses vêtements chez Mamie Titi. Le quartier indigène n'était pas tout à fait au bord de la route. On y accédait en dévalant un talus et la piste serpentait ensuite à travers un bosquet de palétuviers, vestige de l'ancien marécage. Meka ne pensait plus à autre chose. Mamie Titi occupait toutes ses pensées. Il attendit un éclair pour prendre le bosquet de palétuviers comme point de repère. Ouais, qu'attend de ces éclairs pourris? Fulmina-t-il à haute voix. Il se vit aussitôt couvert d'un faisceau lumineux. Il porta les avant-bras sur ses yeux. Qu'est-ce qui s'amuse ainsi? Demanda-t-il interloqué. Puis, avec un ton de supplice. Oh, l'homme qui a la torche électrique, c'est le bon Dieu qui t'envoie. Viens m'aider à retrouver la piste qui conduit au quartier indigène. Le faisceau avançait. Meka attendait un bruit d'eau pilé par les bottes. Il essaya de détourner les yeux du faisceau qui l'aveuglait. Ok, ne braque pas la lumière dans mes yeux. Ô étranger providentiel, éclaire la terre du Seigneur où je cherche ma piste. Ô étranger, la piste seulement. La ferme, non mais, fit une voix sépulcrale. La lumière s'éteignit aussitôt, noyant Meka dans les ténèbres de la création. Avant qu'il ne fût revenu de sa surprise, une main de fer s'abattit sur sa ceinture, lui coupant le souffle. Meka se sentit soulevé de terre. Était-il entre les serres d'un aigle qui l'emportait au ciel? L'éclair qu'il avait tant attendu lui dévoila deux formes noires presque coniques dans leur manteau à capuchon. Ce fut en vain que ses pieds cherchèrent le sol. Il poussa un cri guttural. Bientôt happé par le clapotis de son corps s'abîmant dans l'eau, ce baptême l'assomma tout à fait. Quand, péniblement, il revint à lui, un faisceau de lumière l'inondait. Il perçut les visages balafrés des policiers qui braillaient au-dessus de lui. « Lève-toi, cochon malade. Tes papiers, hein, tes papiers, d'où sors-tu? Qu'est-ce que tu fous par ici? Hein, qu'est-ce que tu fous par ici au quartier blanc? À minuit pendant l'orage. Et tes complices, hein? Où sont tes complices? » Abasourdi par la chute, encore étourdi par le vent d'honneur et la pluie qui continuait à tomber, l'esprit nébuleux, Meka prit enfin conscience de ce qui lui est arrivé. Il se leva comme une automate, les jambes vacillantes, et se mit à chercher ses poches fébrilement. Le pouce de sa main droite s'accrochait à la poche gauche de son veston. Pour mieux l'explorer, Meka se mit à déboutonner son veston, l'enleva à moitié et déboucla la ceinture de son pantalon. Un étau broya sa nuque tandis que les cloches de Pâques résonnaient dans sa tête. « Eh, que je perde mes couilles, ô vieillard, si j'ai jamais pensé à t'enculer !» fulmina le garde. « Cache-moi ton vieux derrière et montre-moi tes papiers !» acheva-t-il en cachant pour conjurer le mauvais sort. Meka resserra sa ceinture et boutonna sa veste. Il reprit l'exploration de ses poches en se donnant de petites tapes sur la toile mouillée comme s'il s'était battu avec des moustiques. C'est pas les papiers que le gouverneur m'a dit d'apporter. C'est la médaille qu'il est venu me donner. Et bégayait Meka en continuant de se donner des claques. Suffit, coupa le garde. Me prends-tu pour un couillon de policier? Pour me débiter des sornettes? Aura qui profite d'une nuit d'orage? Pour briller de quartier européen? Ton compte est bon. En vérité, protesta Meka. Je suis un ancien, et le gouverneur est mon ami. Oh garde, c'est seulement cette médaille. Ta gueule, maudite,
Oh vieillard, comment peux-tu mentir comme une femme au moment suprême? Je suis chrétien, oh Gad. Et le mensonge est proscrit dans la bouche qui reçoit le Seigneur. Oh Gad. Que je t'y fourre la grotte de chat? Oh vieillard tortue, en route! Meucca avançait plus vite qu'il ne le pouvait. Le garde, la main derrière sa nuque, le poussait devant lui presque en courant. Meucca s'essoufflait. Il poussait de temps en temps un gémissement. Il sentait le garde haleter comme un coureur bien entraîné. Il était éclaboussé de l'eau qui pilait les bottes du policier. « Je n'en peux plus », dit Meucca en s'arrêtant. « Je n'en peux plus. » Il se laissa choir dans l'eau. Le garde l'empoigna par le col de sa veste et le traîna comme un vieux sac sur une bonne distance. « Oh homme !» supplia Meucca. « Que t'a fait l'homme mûr ?» Le garde lui décocha un coup de pied dans les reins. Meucca poussa un cri lugubre et inclina la tête sur son épaule. Le garde lui empoigna l'oreille et lui braqua sa torche sur le visage. Du pouce, il lui ouvrit une paupière. Meucca sia. « Debout, debout !» cria le garde. « Allez, allez, grouille-toi, merde, grouille-toi! Tu veux que je t'assomme ?» Meucca pencha alors sa tête sur son épaule. Le garde le traîna à terre jusqu'à une rigole et là, il lui enfonça la tête dans l'eau qui ruisselait. Meucca s'ébroua comme un chien et pressa ses paupières. Le garde le lâcha. Meucca lécha ses lèvres, les allongea en cul de poule et souffla. Ses dents des coudes et des genoux, il se leva en titubant et voulut retourner dans la rigole. Le garde le retint par le col de la veste. Meucca s'étrangla et poussa un cri de chimpanzé apeuré. Le garde le relâcha. Meucca replongea et fut à nouveau retenu par le col de sa veste. « En route, monsieur l'ami du gouverneur !» lui ordonna le garde en s'esclaffant. « Regardez-moi ce vieux vicieux. Allez, oust !»« mon fils, dit Meucca en allaitant. « Tu as l'âge de mon fils, oh Gad !» supplia-t-il. « Pourquoi veux-tu faire couler un sang aussi vieux que celui de ton père, oh Gad? Pourquoi veux-tu qu'un anathème s'abatte sur toi et les tiens, oh Gad? Mes paroles glissent-elles sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard? » « Ta gueule !» rugit le policier en le secouant comme un manguier. Meucca vacilla sans se plaindre. Il essaya d'enlever la main de fer qui tenait le col de sa veste. Quand il sentit ses efforts vains, il ne bougea plus. Ils se regardèrent en chien de faïence dans la semi-obscurité. Le garde cracha de mépris, puis lâcha le col de la veste de Meucca, qui fit faire un mouvement de rotation à son cou. Le garde lui alluma encore la torche au visage. Meucca porta la main à ses yeux. Le garde éteignit la lampe. « En route, monsieur l'ami du gouverneur !» dit-il encore en poussant Meucca devant lui. Il accompagna ces mots d'un grand faisceau lumineux qu'il fit jaillir, la torche suspendue au-dessus de la tête de Meucca. Ils marchèrent. Un instant en silence. De temps en temps, un éclair les montrait, l'un derrière l'autre, Meucca poursuivant son monologue intérieurement en agitant les bras. « Gad, mon fils !» s'écria-t-il. « Écoute-moi une dernière fois. Je ne suis pas un rôdeur, oh mon fils !» psalmodia-t-il. Un Meucca n'a jamais volé, oh Gad. Je suis allé chercher la médaille de l'amitié, oh Gad, la médaille de l'amitié seulement. Je suis un homme parmi les hommes de Doum. Oh l'enfant du soleil levant, qui ne me connaît pas, oh Gad, je suis allé chercher la médaille de l'amitié.
Oh, tu me casses les oreilles, s'emporta le policier. Garde ta chanson pour le gosier d'oiseau. N'y a-t-il aucune possibilité d'arrangement entre nous, mon fils? Demanda Mecca sans se retourner. Pourquoi tiens-tu à me remettre entre les mains étrangères? Oh, mon fils, pourquoi tiens-tu à me remettre entre les mains étrangères? Mes paroles glissent-elles? Oh, la ferme! Mecca se tut, puis leva les bras au ciel. Ils arrivèrent au poste de police. Le garde tira violemment une porte sur laquelle on apercevait un trait lumineux et précipita Mecca à l'intérieur de la pièce. Le brigadier indigène de service qui dormait, la bouche ouverte, sur la table où brûlait une lampe à pétrole, se réveilla brusquement en jurant. Mecca, effrayé, fit un pas en arrière. Le cerbère qui l'accompagnait referma la porte, éloigna Mecca de son chemin, puis vint s'immobiliser devant le brigadier. Celui-ci fit un demi-salut fasciste et commanda « Repos !» Le grand garde alla accrocher son manteau sur la table où le brigadier avait ouvert un cahier. Il leva les yeux au-dessus de la lampe en direction de Mecca, les reporta sur son collège qui passait de temps en temps son pouce sur son front, puis les rebaissa sur son cahier. Il interrogea enfin son subordonné du regard. « Pas grand-chose », dit ce dernier en se retournant vers Mecca et en l'invitant à avancer d'un geste de la main. « Encore !» ordonna-t-il à Mecca qui, les bras croisés sur le bas-ventre, avançait comme un mouton qu'on pousse sous la pluie. Quand Mecca fut dans la lumière, le garde se pencha vers son chef qui l'écoutait. Le menton sur les paumes, les coudes en tréteau au-dessus du cahier. « Un rôdeur, un couillon !» dit le garde en se retournant mécaniquement vers Mecca, puis, se penchant de nouveau sur son chef, « Pas d'éclairage, pas de papier, rien, c'est qu'il faut à gosier d'oiseau. » Le brigadier leva les yeux au-dessus de son cahier. Il les reposa, puis les releva sur son collègue. « C'est... on ne va pas foutre ce mec dégoûtant dans le snouf qu'on vient de peindre. » Il se leva et vint s'appuyer contre la table face à Mecca. « D'où es-tu » lui demanda-t-il. De... commença Mecca en se léchant les lèvres. Il dit qu'il est l'ami du haut-commissaire, expliqua le garde, et qu'il a perdu la médaille qu'il lui a donnée, et qu'il a un seigneur et un vrai, cet idiot-là. Les deux hommes contemplèrent Mecca en silence. Il baissa les yeux comme une jeune fille pudibonde. Les gardes éclatèrent de rire. Mecca sursauta. « Ton nom ?» demanda encore le brigadier. « Mecca. »« Mecca ?» répéta le garde. Le brigadier revint à sa place derrière le bureau. Il haussa les épaules, puis trempa sa plume dans un encrier. Il vérifia que le porte-plume était bien entre l'index et le majeur, d'une part, et bien couché sur la naissance du pouce d'autre part. Il pencha la tête sur son épaule droite et sortit toute grande sa grosse langue comme un chien qui va s'accoupler. Son subordonné le regardait, émerveillé, un sourire d'admiration béate sur les lèvres. Le brigadier leva encore les yeux au-dessus de la lampe. « Mecca, hein ?» répéta-t-il comme lui-même. « Mecca !» confirma encore son adjoint. Le brigadier posa sa main gauche à plat sur la table, puis se pencha jusqu'à ce que son menton la touchât. Sa langue se dilatait à vue d'œil. Il leva sa main droite qui se mit à décrire les orbes comme un oiseau de proie, avant de se poser sur la page blanche. « Mecca !» souffla-t-il encore. « Oui, Mecca !» reprit le garde qui se penchait au-dessus de son chef dont la main se tortillait sur le cahier.
Les mêmes gestes se répétèrent à plusieurs reprises quand Meuka donna son nom, Laurent, qu'il prononçait Ronron, et que le brigadier écrivit Roro, sur répétition de son second. Bon, firent les deux gardes, en même temps en se congratulant avec des œillades. Le brigadier sortit un trousseau de clés de son tiroir. Son second prit la lampe et alla ouvrir la porte. Dehors, il pleuvait encore. Mais c'était une pluie fine qui tombait comme une nuée d'épingles en traversant le halo-falot de la lampe. « Quelle pluie de sorcellerie !» dit le garde en ouvrant la marche. « Avance !» cria le brigadier à Meuka. Meuka s'embrouilla en voulant prendre le pas du garde qui éclairait leur chemin. Les orteils de son pied gauche butèrent sur son talon droit. Il sautilla comme un coq qu'on éloigne pour se dépêcher de réduire l'écart qui s'était creusé entre le garde qui le dévançait et lui. « Cet homme est fou, hein ?» dit le brigadier. Son second se retourna et leva la lampe au niveau du visage de Meuka, qui le détourna aussitôt dans la zone obscure. « Par ici !» tonna le garde. Ils contournèrent la véranda, puis arrivèrent devant une petite porte faite du bois d'une casse à vin. Le second éclaira le brigadier qui se penchait sur le cadenas. Il ouvrit la porte toute grande. Meuka avança sur le seuil puis se retourna vers les gardes. « Dieu vous voit !» lança-t-il. Le garde lui décocha un coup de pied qui lui fit perdre l'équilibre et le précipita à l'intérieur. La porte se ferma violemment sur ses talons. Meuka se retrouva dans les ténèbres de la création. Il avança devant lui, les bras tendus comme un somnambule jusqu'à ce qu'il sentit un mur au bout de ses doigts. Il s'y adossa, puis se laissa glisser sur le sol. Il se passa la main sur le visage, puis, d'étonnement, battit ses paumes et se caressa les commissures des lèvres. Il resta ainsi, tandis que ses yeux cherchaient vainement à s'habituer à l'obscurité. Un moustique sursura à ses oreilles. Tout à ses pensées, Meuka ne fit aucun geste. Jamais il ne s'était ainsi trouvé face à face avec lui-même. Il ne savait comment capter les pensées et les images qui bondissaient dans sa tête. Il demeura longtemps, le menton dans le creux de la main, puis tout à coup cria. « Mon Dieu !» Il se passa la main sur le crâne et sur les joues. Il entendit le crépitement des gouttelettes d'eau sur le ciment. Il poussa un long soupir au bout duquel il murmura encore. « Mon Dieu !» Il écarta les bras tout en hochant la tête à droite et à gauche, puis prit son front dans ses mains. Il se sentait très las. Tout le subjuguait dans les ténèbres. Les moustiques qui l'assourdissaient, cette salle nue et froide comme la morgue, où l'on se sentait gelé comme un cadavre. Et puis surtout, les événements de la journée dont les images le noyaient littéralement. Il s'allongea sur le sol pour calmer son lombago. Quelle honte !» dit-il tout haut. « Quelle honte !» Il se leva et s'adossa encore contre le mur, puis se laissa à nouveau glisser à terre. Il allongea ses jambes. « Pauvre de nous !» dit-il. Dehors, un oiseau de nuit cria. Meuka se sentit très malheureux. Ce cri lugubre lui rappelait son lit de bambou et le grand feu que faisait Clara pendant les nuits pluvieuses. Il aimait alors entendre le crissement de la pluie sur le raffia du toit pendant que ses paupières s'appesantissaient de sommeil. Il glissait son bras sur la nuque de Clara, qui louvait alors ses cheveux tressés et dans le creux de son épaule. Des larmes lui vinrent aux yeux. « Pauvre de nous !» gémissait-il encore. « Pauvre de nous !» répétait-il en haletant.
Il voulut saisir une épaule invisible, comme il en avait l'habitude quand il voulait se confier, mais son geste lui fit perdre l'équilibre. « Eh, l'homme est seul au monde !» monologuait-il en calant de son mieux ses fesses contre le mur. Il prit son front dans ses mains. Comme en lui, le descendant des grands Mecca, les souches immuables sous l'orage, les rivières qui n'ont pas peur de la forêt, les serpents pitons, les rocs, les fromagers, les éléphants, les lions, le fils de ceux-là même qui n'avait jamais ployé sous la force d'un autre homme, lui qui avait le culte de l'amitié, comment pouvait-on le traiter ainsi? Comme s'il avait été... Il ne savait quoi. Mecca était en proie à des sentiments contradictoires. Il savoura à l'avance les excuses que lui feraient les gardes devant Gosier d'Oiseau. Il imagina la scène. On le pousserait devant le blanc comme on le fait d'habitude aux personnes dans sa propre situation. Il garderait un moment la tête baissée pour mieux préparer l'effet de la surprise, puis il planterait son regard comme un poignard dans le visage du blanc. Il blêmirait. Gosier d'Oiseau. Ah! Les pauvres gardes. Qu'est-ce qu'il prendrait un bafouillant des excuses? Mais lui, Mecca, les accepterait-il? Car leur méprise était inadmissible, grotesque. Au fond, depuis Jésus, les policiers étaient des chiens dégénérés. Ils n'ont plus de flair pour distinguer un Dieu, un honnête homme d'un bandit. C'étaient de pauvres types. À quoi bon leur en vouloir? Et Mecca esquissa dans l'obscurité le geste ample qu'il ferait de sa main pour leur pardonner en les vouant intérieurement à tous les diables. Le mépris pour les gardes que lui donna son innocence le calma. Mais bon Dieu, à quoi servait-il d'être innocent et humble dans ce monde où la vertu et l'honnêteté ne payaient plus, et où l'homme était devenu impersonnel, comme un grain de sable dans le désert? Mecca se sentit très vieux. Mais, bon sang, il n'était pas encore au cimetière. Dans sa jeunesse, jamais cette omoplate n'avait touché la poussière sous la force d'un autre homme, et ça, il allait le montrer aux gardes. Il se dirigea vers la porte de la cellule. Surpris de la trouver fermée, il ébranla à coups de pied. « Esclave des incirconcis !» hurla-t-il. « Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez pour voir le vrai Mecca! Salaud! Oserez-vous me regarder? Jamais mes omoplates n'ont touché la poussière sous la force d'un autre homme. Oh, fils de putain !» Tout en débitant ses propos, Mecca allait et venait dans l'obscurité. Il mettait un genou en terre, tendait le bras droit à l'invisible adversaire, comme lorsqu'il défiait les hommes à la lutte dans son jeune temps. Il remuait ses épaules et criait à faire sauter le toit de la tôle. Il éclata de rire, d'un rire démentiel, qui faisait tressauter son torse et recommençait à abreuver d'injures les gardes. Cela dura jusqu'à ce qu'il sentit la sueur perler sur son visage. Il s'aperçut ensuite que ses vêtements avaient séché. Il voulut encore crier, mais sa voix s'en était allée. Il parlait comme ces lépreux dont la voix éteinte ressemble au bruit de l'air qui s'engouffre dans un orifice béant. Il murmura encore quelques injures à l'adresse des gardes, puis, craignant de perdre complètement la voix, il se tut. Il s'accroupit sur ses talons et ensuite se laissa choir sur le ciment. La fraîcheur qu'il ressentit lui fit du bien. « Salaud !» susurra-t-il encore. Il s'endormit avec l'idée qu'il l'assommerait le premier garde qui lui ouvrirait la porte le lendemain. Mecca eut honte en s'apercevant qu'il avait dormi profondément. « Le corps ne nous appartient pas, » dit-il à voix haute.
Pauvre de nous. Il fut heureux de constater que sa voix était revenue. La matinée devait être avancée car le jour pénétrant à travers les fissures de la porte et l'espace libre entre le toit de la tôle et les murs de la cellule avait complètement chassé les ténèbres. La chambre où on avait enfermé Mecca était entièrement nue. On avait repeint les murs pour cacher les dessins obscènes que Mecca parvint à reconnaître à travers la mince couche de chaux. C'était donc ça, la cellule du poste de police, une cage pour animal. Comment pouvait-on ne pas prévoir au moins un tabouret pour des détenus? Mecca sentit quelque chose lui monter à la gorge. Ses yeux flambèrent. Il se fit violence pour ne pas mettre genou en terre. Il retroussa son pantalon et les manches de sa veste kaki. Il commença à faire des mouvements d'assoupissement comme un boxeur avant le premier coup de gong. Ses os se mirent à craquer, puis, quand il n'entendit plus rien, il alla couler le nez contre l'une des fentes de la porte et attendit. Le cœur de Mecca battit un grand coup quand il entendit quelqu'un manipuler la serrure de l'extérieur. Mecca recula d'un pas et s'affolant en constatant qu'il n'avait rien préparé pour gosier d'oiseau. Quand on ouvrit la porte, Mecca était adossé contre le mur, les bras croisés sur la poitrine. Le garde que Mecca reconnut à sa stature massive le regarda, amusé, puis se dirigea pesamment vers lui. Mecca voulut faire un pas de côté, mais tout son corps paraissait accablé d'un poids énorme. Quand le garde fut à sa portée, il l'empoigna par le col de sa veste. « Dehors !» cria-t-il. « On va voir gosier d'oiseau. » Mecca sentit un tremblement le secouer des pieds à la tête. Comme en rêve, il saisit le bras du garde, oui, comme il empoignait la tête des porcs-épics qu'il trouvait à moitié assommés et dans ses pièges. Il sentait ses doigts pénétrer dans la chair molle du grenètre, comme dans la pulpe d'un avocat bien tendre. Le garde bondit de douleur et se dégagea. Mecca exploita à fond sa victoire. Il se fit terrible. Bien que dans son fort intérieur, il souhaita que les choses en restassent là. Et puis, ce gros gaillard aurait bien pu avoir le dessus. Néanmoins, il mit un genou en terre et invita le gros garde à lutter. Hier soir, tu étais le plus fort, parce que je n'avais pas compris. Lui lança-t-il. Maintenant, si tes couilles ne sont pas de sable, réglons ça ici, sans témoin. Le garde demeura perplexe. Il fit un pas vers Mecca, qui recula pendant que le garde faisait lui-même 3 pas en arrière. Mecca le traita de fils des règles. Le garde arletta ses collègues d'un coup de sifflet. Mecca se sentit aussitôt enlevé du sol par une poignée de chichia rouge, hissée sur des épaules. Quelqu'un lui passa des menottes. Il voulut crier, mais l'honneur d'avoir été assailli par tant de gardes le laissa muet. On le malmena jusqu'au bureau de gosier d'oiseau, qui sortit sa cravate et la promena 2, 3, 4, 10 fois sur les épaules de Mecca. Il cracha sur le visage de Mecca, puis éloigna ses gardes. Il appela le brigadier. « Quel est cet énergumène ?» demanda-t-il. Le garde claqua les talons et porta machinalement la main à la visière de son képi. Ce formalisme parut énerver gosier d'oiseau, qui, tout rouge, demanda de nouveau ce qui se passait. Le garde avala sa salive, puis, mettant toute sa rancune dans le regard qu'il jetait à Mecca, dit d'un seul trait, dans son parler elliptique, que lui, désignant Mecca du doigt. Pas rien. Pas papier, pas d'éclairage. Gosier d'oiseau s'approcha de Mecca et fut un peu décontenancé par le regard d'innocence violet du vieux noir.
il se gratta la tempe du bout de son fouet, puis éloigna les gardes. Il essaya de provoquer le sourire de Mecca en riant le premier. Mecca resta de marbre. Il regarda Gosier d'Oiseau des pieds à la tête, puis fixa l'horizon. Monsieur Varini lui posa la main sur l'épaule. Mecca baissait la tête, tandis que ses mâchoires gonflées de rage s'édruent sous la peau de ses joues creuses. Gosier d'Oiseau le secoua. Mecca ondoya, puis siffla d'impatience entre ses dents. Gosier d'Oiseau lui passa la main sous le menton et releva la tête du noir qui fixait obstinément le sol. Mecca ferma les yeux. Gosier d'Oiseau le relâcha. Mecca laissa sa tête rouler sur sa poitrine. Gosier d'Oiseau appela un interprète. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. L'interprète fit une moue embrassée, puis haussa les épaules. Gosier d'Oiseau dodelina de la tête et se caressa encore la tempe avec son fouet. Puis, il parla à l'interprète. Quand il eut terminé, le jeune homme posa sa main sur le bras de Mecca. Celui-ci remua les lèvres, puis lui jeta un regard absent. L'interprète ne se décourageait pas. Il traduisit longtemps, en vain main, ce qu'il lui avait dit le blanc. Quand il eut fini, Mecca se passa la main sur la lèvre, puis, tout en regardant fixement devant lui, dit à l'interprète. « Je me sens très lasse. Si lasse que je ne trouve rien à dire à Gosier d'Oiseau. Qu'on fasse de moi ce que l'on veut. Puisqu'il me demande qui je suis, dis-lui que je suis le dernier des imbéciles, qui hier croyait encore à l'amitié des Blancs. Je suis très lasse. Qu'on fasse de moi ce que l'on veut. » Mecca pinça ses narines, inspira, puis passa le revers de sa main sur le bout de son nez. Au fur et à mesure que l'interprète traduisait, M. Vanieri regardait singulièrement Mecca. De temps en temps, il jetait un regard ennuyé sur les gardes qui contemplaient l'interrogatoire de l'autre bout de la véranda. Quand l'interprète eut terminé, le commissaire appela le brigadier. Ils disparurent dans son bureau. Mecca ne s'était même pas retourné. Il se retrouvait quelques années en arrière. C'était l'époque où le village de femmes de son terrible grand-père s'étendait là-bas, au-delà de toutes les maisons de blancs qu'il voyait devant lui. Que restait-il du village des grands Mecca? Ceux-là même qui, dans ce pays, étaient des hommes et des vrais. Une ombre de tristesse passa sur les yeux de Mecca. Il soutint son menton de sa main gauche. Il faut savoir durer sur cette terre, pensa-t-il. C'est une chance parfois pénible. Qui aurait pu penser que les maîtres d'hier seraient les esclaves d'aujourd'hui? Les Mecca, murmurait-il. Les hommes lions, les hommes tonnerres, les hommes ciel, les hommes qui incarnaient la puissance et dominaient le ciel et la terre dans cette contrée. Mecca ferma les yeux. Il revit son premier blanc. Quel âge avait-il à cette époque? Il ne sut le déterminer. Il se souvint que sa mère l'amenait encore à la rivière où se baignaient les femmes du village. Il était encore l'homme miniature dont la présence n'intimide pas une femme nue. Sa mère le laissait patauger près de la berge où l'eau n'arrivait pas à la cheville, puis elle le reprenait sur son dos pour rentrer au village. La nuit se fit sur les souvenirs de Mecca aux environs de cet âge-là. Il pensa à sa circoncision, puis à la fièvre qui avait agité la contre au moment même où sa blessure se cicatrisait. Les tam-tams résonnaient du matin au soir et du soir au matin. On parlait de la présence d'un homme fantôme dans le pays. Il était blanc comme Lachaud, avait des yeux de panthère et de longs cheveux comme la crinière d'un cheval. On se préparait à lui faire la guerre.
Meuka se souvint du regroupement général qui s'était fait dans la case à palabres de son grand-père. On aiguisait les lances et les coupe-coupes. On taillait les saguets de bois. On enduisait les fléchettes d'arbalète, de Strophanthus. Les hommes s'enduisaient le corps d'Orguin, qui devait les rendre invulnérables. Puis, ce fut le grand départ vers les environs du fleuve des deux Caïmans. Meuka, comme tous les garçons restés avec les femmes, prenait au sérieux sa récente qualité d'homme. Cela amusait beaucoup sa mère de l'entendre demander à manger d'une voix qu'il voulait rendre grave en avalant l'air. Après la petite saison des puits, ce fut le retour des grands. C'était un retour triomphal, cadencé par le tam-tam et les you-you des femmes. On avait arrêté l'homme fantôme. On l'attacha au palmier du village. Meuka ouvrit les yeux et essaya de retrouver l'endroit. Le dôme de verdure du grand manguier de l'hôpital lui barrait la vue. Il referma les yeux. Tout bondissa maintenant dans sa tête. L'homme fantôme qu'on avait achevé, en s'apercevant qu'il était vulnérable, son crâne qui avait échu à son grand-père en tant que grand chef des Vema et qu'on avait donné à Meuka lorsqu'il avait tué sa première panthère. « Je n'ai pas peur des Blancs, » dit-il tout haut. Il pensait à ce crâne d'Allemand. Il avait jeté dans une rivière le jour de son baptême. « Le jour où je suis devenu un esclave, » dit-il tout haut. Un grand éclat de rire venait de l'autre bout de la véranda, suivit ces mots. Meuka aperçut les gardes qui se tenaient les côtes tout en lui lançant des coups d'œil narquois. Il fit un pas. Le rire se figea sur les lèvres des gardes. Meuka les regarda d'abord avec une haine profonde, puis elle s'évanouit avec le long soupir qu'il poussa. Il se regardait avec pitié, hocha la tête et leur lança « Pauvres de nous !» Il les oublia. Un interprète vint l'appeler. Meuka trouva un gosier d'oiseau ennuyé qui lui tendit une main hésitante, puis se ravisa et sortit son paquet de cigarettes. Toujours les cigarettes. Il en offrit une à Meuka, et voyant qu'il ne bougeait pas, il lui enfonça la cigarette dans la bouche. Il lui donna du feu. « Fume! Fume !»« Ne fâche pas le blanc !» lui dit l'interprète en Vema. « Tu pourras penser tout ce que tu voudras de lui, loin d'ici. Ne fais pas de bêtises, ton cas est arrangé. » La bouche de Meuka trembla. Il porta évidemment la main à sa cigarette et l'enfonça jusqu'à ce qu'il la sentît dans la fente qu'il avait taillée entre ses incisives supérieures. Ses joues se creusèrent et un nuage de fumée jaillit de ses narines et de ses commissures de sa bouche. Il pensa à la chambre nue où il avait passé la nuit, puis à Kalara et au bon feu de sa case. Gosier d'oiseau lui sourit. Il arracha la cigarette de sa bouche et lui sourit à son tour. Le blanc parla longtemps à l'interprète. Quand il eut terminé, l'interprète traduisit. Le blanc a dit beaucoup de choses. Et si je me mettais à te traduire tout cela, nous passerons la nuit. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu vas retourner chez toi et qu'on va te commander une autre médaille. Tu as de la chance d'avoir été reconnu par ce blanc. Et dans l'avenir, songe à prendre une lampe pour venir en ville la nuit. C'est tout. Gosier d'oiseau sourit encore à Meuka, qui fendit maladroitement sa bouche jusqu'aux oreilles. Gosier d'oiseau lui tendit la main. Meuka hésita. Il regarda ses mains et celles du blanc. Il fit un sourire gêné. « Poto, poto !» dit-il en regardant tour à tour ses mains, ocre de boue séchée et gosier d'oiseau. « Je ne veux pas salir le blanc. »« Qu'est-ce qu'il raconte ?» demanda le blond à l'interprète. « Il dit que ses mains sont boueuses, » traduisit l'interprète.